Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Émission en direct sur ma chaîne Histoire sans fin. Je reçois donc Guillaume Bernard qui va se présenter dans quelques instants. Le thème de ce soir, c'est les législatives, comprendre plus exactement les législatives. Je suis très content de vous recevoir, Guillaume Bernard, pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien discuter avec des personnes qui s'intéressent à la politique. Et l'autre point, c'est qu'en acceptant cette invitation, je trouve que vous prenez un certain risque, entre guillemets. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais je trouve que vous avez plutôt l'habitude de discuter avec des gens qui sont très très conformistes, ou ou plutôt avec des gens que je qualifierais de droitards, ou plutôt un public extrémiste. Et donc, moi, je me situe un peu entre les deux. Je suis pas du tout conformiste ni droitard. Et donc, je pense que cet échange peut être intéressant. Donc, il y aura bien évidemment pas de questions pièges, pas de mauvais esprit. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs là qui nous écoutent, c'est-à-dire pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou ceux qui croient vous connaître? Écoutez, bonsoir et merci de votre invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Enfin, je ne pense pas m'être retrouvé dans un guet-apens. Comme je vous l'ai dit, j'essaye d'avoir une analyse qui soit la plus objective possible et généralement, comment dire, je ne m'intéresse pas aux jugements de valeurs moraux en termes de politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, effectivement, des questions morales. Alors, pour me présenter, je suis donc historien du droit, c'est-à-dire que je fais des recherches en histoire des institutions, en histoire des idées politiques. J'enseigne dans différents établissements, mais naturellement, ce soir, je parlerai en mon nom propre. Je n'engage en rien les établissements qui m'accueillent pour donner des cours. Et c'est à travers la question de l'histoire des idées politiques que j'en suis venu à m'intéresser eh bien, à la vie politique, aux forces politiques. Et naturellement, l'histoire des institutions m'a aidé à analyser cette question. Je crois qu'on peut difficilement faire de la science politique si on n'essaye pas toujours de combiner et les questions doctrinales d'un côté, donc l'histoire des idées, et les questions institutionnelles et sociologiques de l'autre. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire dans mes différentes analyses. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation. Donc, bien évidemment, les propos que tiendra Guillaume Bernard n'engagent que lui, comme les propos que je tiens n'engageront que moi. On devait parler des législatives et on va bien évidemment en parler. Par contre, il y a une actualité un peu bouillante, pour reprendre une expression à la mode qui est tombée il y a quelques heures. C'est la nomination de notre Premier ministre. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le sujet? Oui, je crois que on est avec la nomination d'Elisabeth Borne dans, je dirais, l'incarnation de la gouvernance. Je m'explique. On a un profil de personne haut fonctionnaire, une technocrate, qui ne représente pas une sensibilité politique très précise. C'est quelqu'un qui sert l'État, et tant mieux. Mais normalement, un Premier ministre, même s'il est, je dirais, soumis, c'est la Constitution de la Ve République, même s'il est sous la domination de celui qui l'a nommé, c'est-à-dire le président de la République, la logique des institutions, c'est que on a normalement un Premier ministre qui incarne une certaine sensibilité, qui est soutenue par une majorité parlementaire qui traduit une certaine orientation idéologique. Or là, on est en face de quelqu'un, me semble-t-il, qui est vraiment le prototype du haut fonctionnaire qui va eh bien, exécuter les ordres du président de la République. C'est-à-dire que avec le quinquennat plus la technocratie, eh bien, on est avec un rôle de Premier ministre qui n'est plus celui que pouvait avoir Michel Debré sous Charles de Gaulle ou Georges Pompidou sous la présidence de Gaulle, c'est-à-dire des
comment dire, des premiers ministres qui incarnaient quand même une certaine sensibilité et qui représentaient un courant politique donné. On est là aujourd'hui avec quelqu'un qui est dans la technocratie. Voilà. Et donc, il y a un effacement du rôle du Premier ministre. En théorie, on a un président de la République qui s'occupe de la continuité des institutions, de la préservation de l'indépendance nationale, qui a ce qu'on appelle un domaine dit réservé, mais surtout un domaine où il est dominateur, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense, et puis un Premier ministre qui, à la tête du gouvernement, s'occupe de diriger la politique de la nation. On est là en face, je dirais, de quelqu'un qui sera vraisemblablement un exécutant de la volonté présidentielle et uniquement cela. Donc, ça traduit bien une évolution que l'on a depuis maintenant quelques années, j'aurais presque envie de dire quelques décennies au niveau européen et en tout cas quelques années en France. On n'est plus dans l'idée de gouvernement, c'est-à-dire de choix politiques, de choix philosophiques, de choix idéologiques. On est dans la gouvernance, c'est-à-dire le fait que les décisions prises par le gouvernement devraient théoriquement s'imposer parce qu'elles seraient les seules techniquement faisables, les seules scientifiquement acceptables. Et ceux qui s'opposent à cela, eh bien, sont relégués au-delà, vous connaissez l'expression, du cercle de la raison, sont considérés comme des abrutis, pour dire les choses rapidement, comme des populistes. Bon, ben voilà. Elisabeth Borne, il me semble que c'est le profil de l'exécutant des décisions du président de la République et l'incarnation de la gouvernance qui remplace le gouvernement. Alors très bien, donc le thème de ce soir n'est pas Elisabeth Borne, mais il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur ce que vous avez dit. Au sujet de notre thème de ce soir, est-ce que cette nomination aura ou a déjà un impact sur le sujet du jour, c'est-à-dire les législatives? Est-ce que ça va remobiliser l'opposition ou au contraire, ça va renforcer Renaissance, comme on doit dire maintenant? Ben, je crois que l'objectif, c'est cela, c'est essayer de cliver de telle manière que les oppositions s'entre-déchirent et que le camp majoritaire puisse l'emporter. Parce que le cœur de la question pour les législatives, qui est notre sujet de ce soir, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir ce qu'on a habituellement, et on l'a toujours eu jusqu'à présent sous la Ve République, le phénomène majoritaire. C'est-à-dire, est-ce que le président de la République nouvellement élu a effectivement une majorité parlementaire à sa botte lors des élections législatives qui suivent quelques semaines après son élection, son accession à l'Élysée. Eh bien, j'ai plutôt le sentiment que si Emmanuel Macron a tardé dans sa nomination, c'est peut-être, comme on le dit, qu'il n'a pas trouvé aussi rapidement qu'il l'aurait désiré un Premier ministre, mais c'est peut-être aussi, je pencherai plutôt pour cette interprétation, mais encore une fois, là pour le coup, je marche sur des œufs, mais c'est aussi parce qu'il a voulu, me semble-t-il, gagner le plus de temps possible pour que son nouveau Premier ministre soit eh bien, là directement dans la bataille, dans le cadre de la bataille des législatives, puisque la campagne officielle va commencer dans quelques jours. Donc, en règle générale, on a une démobilisation des camps qui ont perdu à la présidentielle et une surmobilisation ou plutôt une plus grande mobilisation du camp qui a gagné l'élection présidentielle. Et je pense qu'Elisabeth Borne, c'est le choix effectivement d'un Premier ministre pour essayer comment dire, de mobiliser son propre camp, ceux qui se veulent réalistes, ceux qui considèrent qu'un certain nombre comment dire, de réformes doivent être faites dans un certain sens. Et que donc elle sera là pour, je dirais, incarner le positionnement d'Emmanuel Macron, étant entendu que il est possible qu'elle ne soit qu'un Premier ministre de transition si jamais les résultats aux législatives ne devaient pas être bons pour le clan macronien. Mais enfin, le plus vraisemblable, c'est quand même que l'on aura une victoire du clan macronien le soir du deuxième tour des législatives. Après, on verra. Je suppose que c'est de cela dont vous voulez que l'on parle, notamment ce soir. Après, on verra quels sont comment dire, les autres blocs politiques qui sont susceptibles de tirer leur épingle du jeu.
Alors, avant de parler des blocs politiques, une réflexion sur les institutions, Mmh. notamment nos liens avec l'Union européenne. Alors, je vous demanderai pas si vous avez voté à l'élection présidentielle, parce que ça ne Mmh. regarde que vous. Mais à titre personnel, je n'ai pas voté ni au premier tour ni au deuxième tour. C'est-à-dire, je me suis même pas déplacé pour mettre un bulletin blanc ou un bulletin Vive le roi ou autre. Je me suis abstenu au premier ou deuxième tour. Et lorsque j'en discutais avec des amis, quel que soit leur bord politique, mais notamment des amis qui sont pas de droite, mais qui sont à droite, ils me disaient, Franck, tu devrais voter aux législatives parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est le fait que Macron ait une majorité la plus faible possible, voire qu'il n'ait pas de majorité. Alors, je veux avoir votre avis. Est-ce que c'est un argument qui est opérant, qui est pertinent, quand on sait qu'aujourd'hui, la très grande majorité de nos lois est appliquée directement. Nos lois sont issues en très grande majorité des directives de l'Union européenne. Donc en fait, est-ce que le vrai enjeu, ce ne sont pas plutôt les élections européennes, étant donné que la Chambre basse aujourd'hui, c'est devenu une chambre d'enregistrement quelconque. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. La première des choses, le premier des commentaires que je voudrais faire, c'est que je comprends parfaitement que l'on puisse s'abstenir, hein. Tout simplement parce que, on peut considérer que l'offre politique qui se présente à nous, quelles que soient les élections, hein, que ça soit la présidentielle, les législatives ou n'importe quel autre, scrutin, on peut considérer que l'offre politique est insatisfaisante. Bon, la seule chose que je voudrais préciser, c'est que, il ne faudrait pas s'imaginer que l'actuel système politique puisse s'effondrer sous prétexte ou à cause d'une très forte abstention. Ça, je crois qu'il faut définitivement fermer la porte à cette hypothèse-là, tout simplement parce que le système repose sur l'idée de la souveraineté nationale. Et qu'est-ce que c'est que cette souveraineté nationale? C'est le fait que lorsqu'ils votent, les citoyens n'expriment pas des idées, les citoyens euh, établissent un choix, font un choix de désigner des représentants, que ce soit le président de la République, des députés, des représentants au Parlement européen, etc. Autrement dit, ceux qui vont exercer la souveraineté, ceux qui vont exprimer ce qui est supposé être la volonté générale, ce sont les élus. Donc, que les élus soient désignés avec 80% de participation ou qu'ils soient désignés avec 20% de participation, ça ne change rien au regard de la logique des actuelles institutions depuis la Révolution française, hormis quelques périodes très précises, ça n'enlève rien à leur légitimité au regard des actuelles institutions. Je ne vous parle pas de la légitimité au sens philosophique du terme, chez saint Thomas d'Aquin, etc., bien entendu. Mais dans les actuelles institutions, le fait qu'il y ait de l'abstention, ça n'enlève en rien de la légitimité à ceux qui sont élus, et ce sont ceux-là qui sont élus qui vont exercer le véritable pouvoir, la Alors, pardon, véritable souveraineté. je vous Voilà. coupe très rapidement, mais alors sur Oui. l'abstention, c'est intéressant ce que vous dites, mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est que lorsqu'on s'abstient de voter à une élection, alors à l'élection présidentielle en l'occurrence, beaucoup de gens nous disent, alors c'est pas vous, hein, on l'a bien compris, mais beaucoup de gens disent, oui, mais ceux qui ne votent pas s'intéressent pas à la politique. Alors moi, c'est plutôt le contraire. C'est parce que je m'intéresse beaucoup à la politique et parce que je suis conscient des enjeux que j'estime que je ne peux pas être représenté par un candidat, que ce soit Pécresse, Zemmour, Marine, Mélenchon, Macron ou autre. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a toujours cette question de la légitimité, non pas au sens philosophique, mais par rapport aux institutions. Parce que si demain, vous avez un président qui est élu avec seulement 10 ou 15% du corps électoral, de fait, Ouais, et c'est déjà arrivé, vous avez un président en fait qui est minoritaire dans la société. C'est-à-dire bien qu'à sûr. minima, ça veut dire que le système dans lequel on est ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand vous avez un François Hollande ou même Emmanuel Macron au premier tour, on voit que le premier parti de France c'est l'abstention. Ça dénote quand même pour les gens une certaine réserve, pour ne pas dire plus, à cette institution. Alors, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que c'est le deuxième point. Du point de vue de la logique des actuelles institutions, ils pourront continuer à exercer le pouvoir, même s'il y a une très forte abstention. En revanche, évidemment,
plus il y a d'abstention, plus ça traduit une méfiance, une défiance vis-à-vis du personnel politique, et plus évidemment, ça signifie qu'il y a des risques que les débats politiques ne se fassent plus dans le cadre des assemblées représentatives, mais pourquoi pas dans la rue. Mais ce sont bien deux choses différentes. C'est-à-dire que je veux bien essayer de faire comprendre à un certain nombre de vos téléspectateurs ou de nos téléspectateurs que ce n'est pas en s'abstenant qu'on fait tomber le régime. C'est parce qu'il y a une forte abstention, qu'il y a une défiance vis-à-vis du régime et que du coup, la population est prête à changer de régime, à procéder à ce que je parlerai ou ce que je pourrais qualifier de régimicide. Je reprends ici comment dire, un néologisme bâti par un de mes anciens camarades à l'université, Laurent Baucher, qui avait inventé ce terme de régimicide. Eh bien, oui, s'il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, ça signifie qu'effectivement, ils ne sont pas favorables aux institutions telles qu'elles existent et qu'effectivement, ils peuvent peut-être un jour basculer dans un phénomène de type insurrectionnel, voire révolutionnaire. Mais ce n'est pas l'abstention qui, en soi, détruit la légitimité des élus, puisque les élus, eux, incarnent la souveraineté, tandis que les citoyens, dans l'actuel régime, ne font que exercer une fonction, celle de désigner des représentants. Et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi, par exemple, dans certains régimes, depuis la Révolution française, il y a eu ce qu'on appelle un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'on considérait que certaines personnes n'étaient pas en capacité économique, psychologique, d'exercer cette fonction. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Voilà. Oui, mais alors, juste pour terminer sur l'abstention, Oui. vous remarquerez, en tant qu'observateur avisé que vous êtes, que depuis au moins 20 ans, les chiffres de l'abstention sont quand même assez hauts. Alors, de mon point de vue, pas assez hauts, mais il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous dites, c'est que vous dites que d'un côté, et je suis d'accord avec vous, que de toute façon, un président qui est élu avec 10% du corps électoral, bah, le lendemain, il va nommer son gouvernement, il aura, ça ne changera rien. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quand même paradoxal dans ce que vous dites, c'est que comment vous expliquez alors cette volonté farouche des tenants du système, pas le système au sens complot, le système, ceux qui sont en place, hein, de toujours scruter avec un intérêt très remarqué et à tout faire pour que les gens y votent. Et on voit bien aussi lors des élections le désarroi des journalistes et même de certains politiques devant l'abstention record. C'est-à-dire que si ce que vous dites était vrai, ils devraient s'en fiche en fait. Or, on Parce voit que, bien que allez-y. comme nous l'avons dit, plus l'abstention monte, plus il y a un risque que la population veuille trancher les questions autrement que par le biais des élections. Voilà. Mais D'accord. cela Et dit, dans le cadre des élections, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abstention qu'ils considéreront qu'ils ont une moins grande légitimité. Voilà, c'est et et juste ce que je voulais dire. et pour vous, abstention haute ne signifie en rien, basculement ou écroulement du régime. On l'a Non, bien compris. c'est Et pas donc automatique. C'est pas automatique. voilà. C'est possible, mais ça n'est absolument pas automatique. C'est-à-dire le fait de s'abstenir n'est pas un geste politique qui entraînera automatiquement, parce qu'il y a de l'abstention, l'effondrement du régime. Un régime s'effondre lorsqu'il y a une volonté délibérée de remplacer le régime dans l'opinion publique. Et le fait de s'abstenir et le fait de vouloir remplacer le régime, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une étape supplémentaire qui n'est pas encore, semble-t-il, dans l'opinion publique, en tout cas aujourd'hui, encore atteinte. Bah, ça c'est clair. Aujourd'hui, entre les gens qui s'abstiennent pour différentes raisons et la proposition politique, il y a quand même un certain pont, voire même un gap qui est pas encore, franchi. Et sur la question sous-jacente, à savoir que la chambre basse aujourd'hui est une chambre d'enregistrement Oui. des directives européennes et que donc le vrai enjeu c'est plutôt les élections européennes plus que les élections législatives. Est-ce que vous pouvez entendre cet Alors, argument ou pas du tout? Ou au contraire, vous faites partie des gens qui peuvent dire, et alors je ne vous demande pas pour qui vous votez, bien sûr, mais est-ce que, ou alors vous faites partie des gens qui comprennent l'argument suivant, de se dire, écoutez, Franck, monsieur Guillaume Bernard, il faut voter pour que Macron n'ait pas sa majorité. Est-ce que, enfin, quelle est plutôt la alors, vérité? il y a beaucoup de choses. Premièrement, est-ce qu'il est vraisemblable que Macron n'ait pas de majorité?
s'il se passe des événements extrêmement graves d'ici le 12 et le 19 juin, oui. Mais le plus vraisemblable, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle, on l'a évoqué tout à l'heure, le phénomène majoritaire. Donc, le plus vraisemblable, c'est qu'Emmanuel Macron aura une majorité pour une raison très simple, c'est que, on le sait, le camp, et maintenant les camps, puisqu'évidemment le macronisme, c'est une grande coalition centrale des modérés. Centrale, ça ne veut pas forcément dire centriste, hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous le voulez. Mais en tout cas, la grande coalition au gouvernement, elle est centrale, et donc évidemment, elle réussit à diviser les oppositions, bon, qui sont incapables, disons-le, de gouverner ensemble, c'est certain. Et donc, il y a donc deux camps qui ont perdu la présidentielle, et ces camps qui perdent la présidentielle, ils se démobilisent lors des élections législatives. Donc, le plus vraisemblable, c'est qu'il y aura une majorité pour Emmanuel Macron. Bien. Après, pourquoi voter? Bon, moi, je ne suis pas là pour donner des consignes à qui que ce soit. Je dis simplement qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on veuille aller voter aux législatives. La plus basique, eh bien, tout simplement, apporter de l'argent aux partis politiques que l'on soutient. Puisque vous le savez, le financement public des partis se fait pas exclusivement, mais essentiellement sur la base du nombre de voix obtenues au premier tour de l'élection législative ou des élections législatives, puisqu'il y a 577 circonscriptions. Autrement dit, pour avoir un financement public, un parti politique doit obtenir au minimum 1% dans 50 circonscriptions. Ce qui explique d'ailleurs que, eh bien, hormis, je dirais, des ententes politiques, électorales où tout le monde y trouve son compte, eh bien, il y a généralement peu d'alliances. Et eh bien, c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la mésentente entre Reconquête et le RN, qui n'est pas dû qu'à cela, hein, dû qu'au fait que ces deux partis veulent engranger le plus grand nombre de voix possible pour avoir le plus haut financement, le financement public le plus élevé, mais enfin qui est notamment dû à cela. Donc, première raison, vous pouvez avoir envie de vous faire, pardon pour l'expression un peu familière, de vous faire vous-même les poches, c'est-à-dire vous allez voter et vous vous prenez vous-même 1,50 € par an, multiplié par le nombre d'années que dure la législature, c'est-à-dire généralement 5 ans, vous pouvez décider de dire bah, je veux donner de l'argent au parti politique pour lequel je vote au premier tour. Deuxième raison, ben, exprimer, je dirais, une opinion. Certes, évidemment, dans le système, ce sont les élus qui incarnent, je dirais, la volonté générale, mais enfin, le soir des élections, on va comptabiliser le pourcentage obtenu au niveau national par les différents partis. Évidemment, plus votre parti ou plus votre tendance politique pèsera lourd, plus vous serez sans doute satisfait, plus cela pourra avoir de l'importance, je dirais, dans les débats publics, dans, je dirais, la défense, je dirais, d'un certain nombre d'idées, mais certes, évidemment pas d'idées dans le cadre des lois qui seront votées, puisque bah, d'abord, il y aura une majorité qui sera celle du président de la République, et puis ensuite, parce que vous avez parfaitement raison, le Parlement est comment dire, un Parlement qui, pour l'essentiel, effectivement, introduit dans le droit français, transpose dans le droit français les textes normatifs européens. Et donc, effectivement, il y a là, je dirais, une forme de théâtre d'ombre, une forme, je dirais, d'hypocrisie à croire que les parlementaires et même que le gouvernement disposent véritablement d'un pouvoir. Cela dit, il y a quand même un certain nombre de domaines dans lesquels les États sont restés principalement souverains, et donc on peut penser que on peut éviter un certain nombre, je dirais, d'évolutions que l'on ne soutient pas si l'on a suffisamment d'élus. Pensez par exemple au fait que pour déposer une motion de censure, il faut 58 députés, un dixième hein, du nombre des parlementaires. Pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut 60 députés. Et donc, on considère généralement que une tendance politique, elle commence véritablement à peser lorsque elle peut
déposer une motion de censure, même si celle-ci n'est pas votée, ou saisir le Conseil constitutionnel pour contester la constitutionnalité d'une loi. Bon. Donc voilà, je pense qu'il y a, alors, quand même, pardon, ce je point-là, termine pardon, juste, il y a quand même des allez-y. raisons, il y a quand même des raisons pour lesquelles on peut vouloir aller voter, on peut espérer que Macron n'ait pas de majorité, ça me paraît peu vraisemblable, mais on peut au moins être satisfait par le fait que, eh bien, on aura contribué à faire élire un certain nombre de députés de sa tendance politique de sa tendance politique de prédilection. Mais disons les choses très clairement, la vie politique est dominée par les partis, par les organisations partisanes qui investissent des candidats dans les circonscriptions. On a malheureusement aujourd'hui très peu de candidats, alors pardonnez-moi le terme anglais, freelance, c'est-à-dire de candidats autonomes qui, parce qu'ils ont un enracinement local, parce qu'ils ont une visibilité locale, sont capables de se présenter et d'être élus sans avoir une étiquette d'un parti au niveau national. Ça, pour le coup, je le regrette amèrement parce que les partis politiques eh bien, défendent avant tout leurs intérêts de boutique. Alors après, on peut préférer une boutique à une autre. Voilà. Mais il est bien certain que ce qui serait le plus satisfaisant, c'est qu'il y ait un investissement du tissu social, un investissement au niveau local, soit pour présenter des candidats aux législatives, soit pour présenter des listes aux municipales ou des binômes aux cantonales, et que ce soit des gens qui soient issus du terrain, qui soient issus du pays réel, si vous me permettez cette expression, et qui ne soient pas des candidats parachutés ou des apparatchiks des partis politiques à qui on veut essayer de donner une rémunération supplémentaire. Donc voilà, je crois que il faut être conscient de tous ces éléments-là et après, bah, évidemment, pour sa propre conscience, eh bien, essayer de les comment dire, de peser ces différents éléments pour savoir si on va ou non voter. On peut, par exemple, décider très bien de ne pas aller voter au premier tour des législatives parce que l'on refuse la tambouille électorale et financière et le financement public des partis, et puis au deuxième tour, décider d'aller éliminer celui qui nous paraît le moins mauvais, par exemple. C'est une possibilité. Alors, toute petite parenthèse sur ce que vous avez dit. Bon, alors, ceux qui me connaissent savent, je n'ai jamais voté Front National ou Rassemblement National, donc ce que je vais dire sera placé sous le sceau de la bonne foi et de l'honnêteté intellectuelle. Mais quand vous dites que on estime à 50 députés ou à 60 députés que ça représente un vrai courant politique, le problème avec nos institutions, c'est que pendant des années, le Front National ou le RN, dont je précise, hein, parce que certains vont la comprendre difficile, dont je n'ai jamais été membre et je n'ai jamais voté pour un de ces candidats à n'importe quelle élection, il regroupait des millions d'électeurs et il a jamais été capable d'avoir 20 ou 30 députés. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Je voudrais juste avancer dans l'émission. J'ai reçu 2-3 commentaires en privé intéressants et un commentaire dans le Oui. chat. Alors, je On voulais vous pourra en faire peut-être part. parler, pardon Franck, on pourra peut-être parler après, puisque là vous parliez de la représentativité des courants. Il est bien évident que le Front National ou maintenant le Rassemblement National sans élus à cause du mode de scrutin, ça pose la question effectivement du mode de scrutin. On pourra peut-être en parler dans un instant si vous le voulez. Voilà. Alors, Alors je vais allez-y, me faire, allez-y pour les commentaires. Alors, je vais me faire le relais d'une question que je trouve intéressante. Mais avant de faire le relais de la question que je trouve intéressante, je vais vous donner un avis personnel qui est le suivant. Lorsque je discutais en privé avec différentes personnes, j'avais exprimé l'idée suivante. Alors, bien évidemment, je savais pertinemment qu'Éric Zemmour ne passerait pas le premier tour et que Marine Le Pen ne gagnerait pas. Mais j'avais dit à ces gens, à ses copains, ses amis, ses connaissances, que si par hasard, par magie, par que sais-je, Éric Zemmour ou Marine Le Pen avaient gagné l'élection présidentielle, à cause de la cohérence des institutions et par rapport au fait que c'est mathématique, hein, ils sont les plus nombreux 2 mois après les élections, j'avais dit que Marine Le Pen ou Éric Zemmour, dans le cas où ils gagnaient l'élection présidentielle, ils auraient eu leur majorité à l'Assemblée. Donc voilà, ça c'est mon petit propos personnel. Donc la question est la suivante. Bonsoir messieurs, j'ai une question. Selon Monsieur Bernard, le fait majoritaire fonctionne parce que la place de La République en marche est centrale ou n'importe quel président élu aurait eu aussi une majorité?
La question, C'est c'est plus la, simple, c'est plus. Non, mais elle est très bonne la question. en fait, la Jusqu'à question, c'est présent, est-ce que le fait majoritaire bénéficie à tous les présidents ou c'est juste une circonstance particulière? non. Alors, jusqu'à présent, il a fonctionné pour tout le monde, y compris lorsque l'on avait des présidents positionnés à droite ou positionnés à gauche. Donc, il y a toujours eu une démobilisation du camp qui a perdu, ce qui fait que ceux qui ont gagné, allant voter dans une plus grande proportion, eh bien, ils donnaient au président nouvellement élu une majorité. Et ce phénomène majoritaire, il est vraisemblable qu'il est renforcé par la position centrale d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas exclusivement lié à Emmanuel Macron. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Éric Zemmour ou Marine Le Pen auraient vraisemblablement pu avoir une majorité, même si il est bien évident que plus vous êtes extrême, j'ai pas dit extrémiste, plus vous êtes extrême sur le spectre politique, plus vous êtes en difficulté évidemment, parce que vous avez tout ce qu'on appelle l'électorat flottant, c'est-à-dire ceux qui hésitent, qui balancent, qui un coup vont voter pour vous et puis un coup ne vont pas le faire, eh bien vous avez tout cet électorat flottant qui peut eh bien se raviser après une éventuelle victoire à la présidentielle d'un Mélenchon ou d'un Zemmour ou d'une Marine Le Pen. Et donc plus on est extrême sur le spectre, plus c'est évidemment difficile d'obtenir une majorité, mais le phénomène majoritaire a fonctionné jusqu'à présent pour tous les présidents de la République. Les cas de cohabitation, c'est-à-dire un gouvernement d'une couleur politique, parce que soutenu par une majorité, et un président d'une autre couleur politique, ces cas-là sont toujours apparus lorsque il y avait une élection législative ou des élections législatives plusieurs années après l'élection du président de la République. En 1978, on a failli avoir une cohabitation et in extremis, il y a une majorité à droite soutenant plus ou moins comme la corde soutient le pendu, Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, il y a eu la cohabitation en 86, en 93 et en 97. C'est-à-dire à chaque fois, plus de 2 ans après l'élection présidentielle. Et donc, il y a toujours eu le phénomène majoritaire lorsque lorsque les élections législatives suivent de quelques semaines l'élection présidentielle. Là, on est quand même avec une situation où on a des élections législatives qui interviennent 2 mois après, c'est un peu long, et donc c'est plus long que d'habitude, et donc c'est possible qu'effectivement il y ait peut-être un petit effritement pour Macron. Enfin, le plus vraisemblable, c'est qu'il aura une majorité. Voilà, j'ai été trop long, pardonnez-moi. Non, non, très bien. Alors, j'ai une autre question. Alors, je me fais le relais de la question. Je suis un petit peu dérangé de vous la poser, mais je vous la pose quand même parce que c'est une excellente amie que je salue au passage qui tient à garder l'anonymat. Elle souhaite savoir, donc je la salue, elle souhaite savoir, sans nous dire pour qui, mais est-ce que vous avez vous-même voté à l'élection présidentielle, sans dire qui? Enfin, Oui, oui, je suis allé voter aux 2 tours de l'élection, présidentielle. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voter, et il m'arrive assez souvent de répondre quand on me demande: «Mais alors, pour quelle tendance?» Je dirais que, il m'arrive assez souvent, lorsque je me rends aux urnes, de voter de la même couleur que mon drapeau, c'est-à-dire blanc. Mais mais là, en l'occurrence, j'ai mis des bulletins avec des noms, et des bulletins valides, c'est-à-dire non, comment dire, non nuls. Voilà. alors, j'ai une autre question, toujours dans le cadre des législatives. Ça fait couler beaucoup d'encre pendant quelques jours. Ça en fera encore beaucoup couler, je pense. C'est le nom de la gauche, cette fameuse NUP ou NUPES, hein, je ne sais pas comment on doit dire. De votre point de vue, c'est une véritable union de la gauche ou au contraire, NUP, NUPES, ça montre tout simplement l'hégémonie et la victoire totale, voire par chaos de Mélenchon sur les forces de gauche? Alors, je serais plutôt pour la deuxième hypothèse, étant entendu que, vous le savez, c'est un des sujets sur lesquels je crois vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi. Je pense que la gauche est en train de disparaître lentement. Bon, la gauche collectiviste a quasiment totalement disparu, et si on reprend les différentes familles politiques qui ont été, comment dire, identifiées par Jacques Julliard
comme étant les familles politiques de gauche. Bon, il y a la gauche collectiviste, il y a la gauche autoritaire, qu'on peut retrouver par exemple au moment de la Révolution française ou avec le parti radical au début de la Troisième République, Georges Clemenceau. Il y a la gauche anarcho-libertaire ou libertarienne même d'un certain point de vue. Et puis, il y a la gauche libérale. Bon, alors la gauche libérale, elle est évidemment passée quasiment en totalité chez Emmanuel Macron. Et reste donc la gauche autoritaire, qui est parfois amenée, pour des raisons de stratégie, à se renier, puisque elle est plutôt jacobine, centralisatrice, unificatrice. Or, cette gauche autoritaire, le mélenchonisme, a flirté, c'est le moins que l'on puisse dire, avec le communautarisme, voire l'indigénisme, et a réussi, il faut bien le dire, et c'est un sujet assez inquiétant, à réveiller l'électorat d'origine immigrée dans un certain nombre de lieux en France. Donc gauche autoritaire, gauche anarcho-libérale, qu'on peut notamment retrouver aussi chez, comment dire, qu'on peut retrouver en partie, par exemple, chez les Verts, lorsqu'elle reprend effectivement toutes les théories woke ou de la cancel culture, etc., qui sont des vieilles lunes, hein, puisque ça n'arrive aujourd'hui chez nous et ça ne prend véritablement de l'ampleur médiatique que maintenant, mais ce sont des idées qui ont moins 40 ans, qui sont nées dans les années 70. Et donc, pour répondre directement à votre question, c'est un cartel électoral. C'est-à-dire que, là je reprends l'expression de Jérôme Sainte-Marie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas capables de gouverner ensemble, qui divergent sur un très grand nombre de points. Alors on cite toujours la question du nucléaire, mais pourquoi pas? Effectivement, le Parti communiste favorable au nucléaire, les écologistes évidemment pas favorables au nucléaire. Bon, mais il y a bien d'autres sujets plus profonds qui font que ces différentes tendances sont incapables de gouverner ensemble. Et pourtant, elles ont réussi à trouver un accord. Ben, je crois que elles ont réussi à trouver un accord pour survivre, tout simplement, parce que je crois que la gauche est en train de disparaître. Alors évidemment, à chaque fois, on me dit oui, mais Mélenchon réussit de très hauts scores à la présidentielle. Bien sûr, c'est vrai. En 2017, il a fait 19%. En 2022, il a fait 22%. C'est un grand orateur. C'est quelqu'un qui a sans doute bénéficié d'un vote utile de la part des autres tendances à gauche pour essayer de hisser un champion ou un représentant de cette gauche le plus haut possible, mais il n'empêche que dans l'ensemble de l'opinion publique, elle est en régression et elle ne produit plus rien de nouveau depuis des décennies. Encore une fois, elle domine bien sûr dans un certain nombre de milieux, à l'université, je suis bien placé pour le savoir, dans certains milieux médiatiques aussi, dans le domaine culturel bien sûr, mais il n'empêche qu'elle est en régression. Et donc je crois que c'est un cartel électoral pour essayer de survivre, pour essayer de ne pas disparaître. Et bien sûr, ça tient aussi au fait que Mélenchon a réussi par l'énorme score qu'il a fait par rapport aux autres, hein, parce que quand Jadot fait 5%, Hidalgo 2%, évidemment le rapport de force est énorme. Il n'empêche que les Verts et les socialistes ont obtenu un certain nombre de circonscriptions grâce au fait qu'ils ont des élus locaux et que ce sont des partis qui existent encore pour ce qui est du Parti socialiste et qui est en train d'exister pour ce qui est des Verts, au niveau local. Et donc, ils ont trouvé un compromis qui permettait à ces différentes structures d'obtenir un financement public, sans doute un certain nombre d'élus, mais il est bien évident que le slogan Élysée, Mélenchon, Premier ministre, c'est de la thèse absolue, puisque évidemment le Premier ministre est nommé par le président de la République dans le cadre de la majorité parlementaire, et pour que la NUP ou la NUPS, hein, je suis comme vous, hein, je ne sais pas comment il faut prononcer la chose, mais pour que la NUP obtienne 290 députés, hein, ce qui est la majorité, ça me paraît quand même assez peu probable. Donc c'est un cartel électoral pour obtenir du financement public, se répartir les postes, avoir des élus et tout simplement permettre aux partis de survivre pour certains et à d'autres de prospérer. Donc voilà comment j'analyse cette alliance. Il faut bien le dire, les gens de gauche réussissent à être parfaitement utilitaristes,
parfaitement cynique, ce que les gens de droite sont incapables de faire, à l'évidence, puisqu'ils veulent s'entretuer plutôt que de trouver un compromis. Mais la gauche, elle réussit à faire comment dire, cet accord utilitariste dont on peut vraisemblablement penser qu'il n'obtiendra pas la majorité, mais qui obtiendra vraisemblablement un assez grand nombre d'élus. Ouais, alors ça, je suis content que vous ayez abordé ce point-là, parce que c'est une des quelques divergences que j'ai avec vous par rapport Oui. au. Alors, le terme de ce soir, c'est pas le mouvement d'extrogir, mais Ou comme vous en avez parlé. Sinistre-Gir. Vous pensez que le Oui, mouvement Sinistre-Gir agit toujours? oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même 17 ans de politique à droite, ou plutôt que de droite à droite, avec un double mandat de Chirac, suivi par Sarkozy. Et en fait, depuis Sarkozy, on a eu Hollande, et on a eu 2 fois Macron. Et en fait, vous persistez à dire que la Oui. société penche à droite, alors que quand on regarde les choses objectivement, alors peut-être qu'on n'a pas le même regard, mais il y a beaucoup plus de radios en France de gauche, il y a beaucoup plus de journaux de gauche, et puis Oui. surtout, si on s'en tient aux chiffres de l'élection présidentielle, qui sont les vrais critères, malheureusement, moi je ne dis pas que je les valide, mais dans le système actuel, c'est ces critères-là qu'il faut prendre, et c'est une des erreurs, à mon avis, manifestes qu'a commise les équipes d'Éric Zemmour, et là je renvoie à ma vidéo sur l'analyse de l'échec d'Éric Zemmour, c'est de croire que les réseaux sociaux, c'était la réalité et la vraie vie, alors qu'on voit bien Alors que non. écoutez, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec vous, ça n'est pas la vraie vie. Mais C'est non, mais important, justement, c'est utile, mais c'est pas la vraie vie. Oui. mais justement, quand on prend quand on prend les résultats du premier tour, entre Marine qui arrive à, j'ai les chiffres sous les yeux là, à 23 et Macron qui arrive à 27, la réserve de voix pour Marine Le Pen pour gagner l'élection, elle se situe paradoxalement à gauche chez Mélenchon. D'où les appels de pied qu'elle avait déjà fait en 2017 et à nouveau les appels de pied qu'elle avait fait en 2022. C'est-à-dire que comment peut-on dire que la société bascule à droite quand on voit que la gauche reste majoritaire dans le champ politique, notamment avec l'élection présidentielle? Enfin, il y aurait beaucoup d'autres Alors, arguments, mais allez-y. je vais vous répondre le plus rapidement possible. Je crois qu'en fait, on ne parle pas nécessairement de la même chose. Moi, je ne dis pas que la droite ou que ce qui est de droite va gagner tout de suite demain les élections. Je dis que la pression idéologique qui vient par la gauche a cessé d'exister. Non pas parce que la gauche n'existe plus, mais parce qu'elle ne produit rien de nouveau. La gauche collectiviste s'est effondrée avec l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique, et des autres familles politiques de gauche, eh bien, ils sont, comment dire, secs. Ce sont des vieilles idées, que ce soit la théorie du genre ou le multiculturalisme, ce sont des idées qui sont dominantes, mais qui sont anciennes, sont déjà relativement anciennes. Et donc, le mouvement d'extrogir que j'ai théorisé, c'est l'idée de dire que désormais la pression idéologique vient par la droite. Ça ne veut pas dire que demain Marine Le Pen ou Éric Zemmour seront élus. Alors je m'explique. Ça veut dire que contrairement à ce qui s'était passé depuis la Révolution française, où les nouvelles forces politiques étaient apparues par la gauche, il y avait repoussé vers la droite les familles qui étaient nées antérieurement. Désormais, c'est de la droite que les familles politiques viennent et repoussent vers la gauche celles qui étaient plus anciennes. Le libéralisme, qui s'était retrouvé sur la droite du spectre politique, en raison de la révolution bolchevique, de la création du Parti communiste avec le congrès de Tours en 1920, de la victoire de l'Union soviétique qui pourtant était alliée avec Hitler, mais qui fait partie des alliés en 1945, eh bien tout cela avait fait glisser sur la droite le libéralisme. Eh bien le libéralisme, il est en train de glisser à nouveau de droite vers la gauche, le macronisme en étant, je dirais, une incarnation. Il a absorbé l'essentiel du Parti socialiste. Et pour reprendre l'idée qui a été développée par Jean-Claude Michéa, le libéralisme économique qui avait glissé à droite est en train de se réunifier avec le libéralisme culturel qui était resté à gauche. C'est ça le mouvement d'extrogir. Alors pour ce qui est des résultats des élections, bah, écoutez, peut-être que c'est satisfaisant pour vous ou pour certains de nos téléspectateurs, mais enfin, je constate que au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, si l'on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour, Dupont-Aignan et sans doute une part
de l'électorat de Jean Lassalle, on a eh bien, ce que Marine Le Pen avait fait au deuxième tour de 2017. C'est-à-dire qu'on a, dès le premier tour, un bloc politique représentant un tiers des électeurs, un tiers de ceux qui sont allés se déplacer, qui eh bien, ont basculé dans ce camp-là. Donc, c'est peut-être trop lent aux yeux de certains, vous savez bien qu'en mais politique, ça ça marche pas comme ça. n'empêche qu'il y a une droitisation tout de même de l'électorat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une majorité. Alors, je termine juste ma phrase, qu'il n'y a pas une majorité libérale. C'est le cas. On a une majorité libérale. La preuve, Macron a été élu et réélu. Et la gauche, aujourd'hui, même si on peut la détester, et je comprendrai parfaitement qu'on la déteste, ça n'empêche qu'elle est beaucoup moins radicale qu'elle ne l'était dans les années 70. Mélenchon fait comment dire, un score certes élevé, mais je vous rappelle que jusque dans les années 70, le Parti communiste faisait à lui tout seul entre 20 et 25% de l'électorat. Oui, Bon, mais ce que vous dites, le Parti vous savez bien. communiste est beaucoup plus radical que ne l'est Mélenchon, notamment par exemple sur les questions économiques. Mais vous savez bien que c'est faux ce que vous dites. Quand vous dites que si on additionne les électorats, mais ça, c'est encore une fois, c'est sur le papier. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ces électorats, très souvent, sont contradictoires. Les appareils ne s'apprécient pas. Donc, dire que 2 plus 2 font 4, peut-être en mathématiques, mais en politique, ça ne marche pas. On le voit bien aujourd'hui. Et puis l'autre point aussi. La motivation des électeurs de Zemmour et de Marine Le Pen, l'adhésion qu'ils ont à un certain nombre d'items, comme on dit dans les enquêtes sociologiques, est quasiment la même. Surtout, ils ont passé la campagne à essayer de se différencier le plus possible pour essayer de capter justement les différentes strates électorales. Il n'empêche que la motivation des électeurs de l'un et de l'autre sont extrêmement convergents. Donc, qu'il y ait du point de vue partisan des divisions, il n'empêche que du point de vue des points programmatiques, du point de vue des idées qui sont développées dans la société, eh bien, il y a une convergence. Je veux dire, oui, mais quand on prend les chiffres, juste un élément pour que vous compreniez, une illustration. Sans aucun doute, les électeurs de Zemmour et de Marine Le Pen trouvent que la manière dont la question de l'immigration est traitée aujourd'hui est insatisfaisante. Il n'empêche que c'est un sujet qui a été, comment dire, au cœur de la primaire de LR, qui a été au cœur de la campagne électorale. Certains vont trouver pas assez, mais enfin, c'est un sujet qui a été débattu, et c'est un sujet qui a été débattu en considérant qu'il était légitime. Pardonnez-moi, mais rappelez-vous les années 80 et 90. Alors, je suis pas né sous René Coty, hein, c'est une blague que je fais régulièrement à mes étudiants. Enfin, malheureusement, j'étais déjà né dans les années 80 et 90, et donc je me souviens quand même des débats politiques. Et puis, il suffit tout simplement d'aller voir les archives, d'aller lire les articles, de regarder des vidéos. C'est un sujet qui est en soi illégitime. Donc oui, je suis désolé, je maintiens ce que je dis. Il y a des thèmes, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des propositions programmatiques qui étaient totalement illégitimes il y a encore 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui, même si elles ne sont pas majoritaires, sont considérées comme étant des points de vue possibles dans le débat public. Voilà, c'est tout ce que je dis concernant le mouvement d'Extrogir. Oui, mais alors, juste pour terminer, parce que je voudrais qu'on continue sur la législative, mais quand vous dites on additionne, mais vous voyez, Macron, il fait quasiment 28 au premier tour. Si vous additionnez Marine Le Pen qui fait 22 et les 23 et les 22, 23 et les 7 de Zemmour, on arrive à 28-29. On peut pas dire que c'est dominant. L'autre chose que vous avez dit, je n'ai pas dit que c'était dominant, mais est-ce que j'ai dit que c'était dominant? J'ai dit que si on additionnait Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan et une partie de la salle, on avait un tiers de l'électorat, c'est-à-dire le score que Marine Le Pen avait fait au deuxième tour de 2017. Donc, si dès le premier tour de 2022, il y a un camp politique qui incarne ce qui avait été obtenu seulement au deuxième tour de 2017, c'est qu'il y a une progression dans l'opinion publique de ces idées-là. C'est tout ce que je dis. Voilà. Oui, mais encore une fois, pardon d'insister là-dessus, mais quand vous dites que certaines thématiques ont été au cœur de la campagne des LR,
Résultat des LR, 4,5 ou 4,7. Zemmour, 7%. Donc on voit bien en fait que ces thèmes que vous dites aujourd'hui légitimes, ils ne le sont pas, un, pour tout le monde. Je vous Non, rappelle que Jean-Marie Le Pen n'a pas attendu Marine Le Pen ou Éric Zemmour pour être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Enfin bon, voilà, on en reparlera du mouvement d'Extrogir. Et donc, il fait 17 au premier, il fait 18 au deuxième, enfin, il fait, oui, 16,5, 17 au premier tour, il fait 18, 18,5 au deuxième, si mes souvenirs sont bons. La progression est donc extrêmement limitée. En 2022, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, elle gagne 2,5 millions de voix entre le premier et le deuxième tour. Et elle n'obtient pas 18%, mais 42%. Bon, moi, je veux bien ça. Et je suppose qu'il y a un certain nombre de téléspectateurs qui trouveront ça insatisfaisant, d'autres qui trouveront ou trop, mais enfin, ça n'empêche que y a, en 20 ans, il y a une progression. Une progression lente aux yeux de certains, mais il y a une progression. Mais la question, elle n'est pas personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nonobstant un contexte très favorable avec un bilan de Macron, quelle que soit notre couleur politique, le bilan de Macron est quand même très insatisfaisant. Marine Le Pen dépasse à peine les 40% au deuxième tour. Ben C'est-à-dire oui. que, enfin, ça, enfin, encore une fois, la politique, c'est pas une affaire personnelle, c'est des faits, et les faits montrent que Marine Le Pen, elle est très loin. Alors, juste, il y a une deuxième question que je trouve intéressante, donc je vais vous la poser. C'est par rapport à, bon, je vous la pose sans intervenir. Allez-y. Monsieur Bernard, la gauche en France ne produit plus rien, certes, mais elle importe. La créativité sans borne de la gauche américaine peut-elle suffire à poursuivre le mouvement Sinistrogir? Non, je ne le crois pas, parce que, alors ça c'est une analyse que je propose, je ne prétends pas être comment dire, l'incarnation de la vérité, parce que votre auditeur a parfaitement raison de dire que la gauche aujourd'hui, comment dire, transpose des idées qui sont nées ailleurs, et en particulier de la gauche libertarienne des États-Unis, venant en particulier des États-Unis, ou parfois même de la gauche néoconservatrice, parce que le néoconservatisme est idéologiquement classable à gauche. Bon, tout ça pour dire que non, je ne pense pas, parce que, et alors ça c'est un dernier élément que je peux rajouter dans le débat à propos des glissements des forces politiques, du mouvement Sinistrogir ou du mouvement d'Extrogir, je pense que les circonstances politiques mettent en exergue tout un ensemble d'enjeux philosophiques qui font renaître les alternatives philosophiques, alors je vais dire de droite, ou si vous préférez du point de vue philosophique, classique. Que ce soit la construction européenne, que ce soit les relations internationales, que ce soit l'évolution des mœurs et de la bioéthique, tout un ensemble, je dirais, d'alternatives qui étaient dans le débat politique considérées comme totalement has-been, comme totalement infondées, illégitimes, reviennent sur reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que la construction européenne, c'est simplement une adhésion d'États à des principes pour favoriser une prospérité économique, pour lutter contre le pacte de Varsovie? Bah non, ça n'est plus simplement ça. Il faut bien trouver un dénominateur commun, et plutôt un dénominateur de type civilisationnel. Donc la construction européenne, même si elle n'évolue pas dans un sens toujours suffisamment clair pour un certain nombre de personnes, il n'empêche que les enjeux d'appartenance à la civilisation et pas simplement d'adhésion à des traités est redevenu sur le devant de la scène. On l'a bien vu, par exemple, lorsque la question de l'adhésion de la Turquie a été, comment dire, mise sur le tapis, et que les États, les gouvernements, la Commission ont finalement quelque peu, je ne dis pas qu'ils ne vont pas essayer de le refaire par la suite, mais enfin quand même quelque peu réfréné leur enthousiasme, parce qu'ils ont bien compris, parce qu'ils ont bien vu que ce ne serait pas accepté par un certain nombre d'opinions publiques, en particulier d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, puisque, il faut quand même bien le dire, l'Empire ottoman a occupé et, comment dire, martyrisé tout un ensemble de populations dans ces pays-là. La question du mariage, la question de la bioéthique, bien sûr, je suis le premier à regretter, alors, parce que pour le coup, là, je ne cache pas mes opinions, autant sur d'autres sujets, j'essaye de faire une analyse sans donner mon sentiment personnel, mais autant sur les questions de bioéthique, je ne les cache
cache pas parce que je crois que c'est un des enjeux les plus importants de la civilisation. Il est bien évident que les évolutions que nous avons depuis des décennies vont dans un sens de la dénaturation de l'homme, de l'exploitation de l'homme, de la négation de l'humanité, en particulier de l'innocence de l'enfant à naître. Il n'empêche que l'on voit quand même ça et là, eh bien, au moins des mouvements de résistance et peut-être même une inversion de la situation. On va le voir d'ici la fin du mois de juin avec une éventuelle décision de la Cour suprême des États-Unis qui eh bien, laisserait pour le coup les États fédérés des États-Unis choisir s'ils autorisent ou non l'avortement. Donc voilà, il me semble que les enjeux auxquels nous sommes confrontés remettent sur le devant de la scène des positions philosophiques de type classique qui étaient totalement oubliées jusqu'à il y a encore une trentaine d'années. Voilà pourquoi je pense que malgré, je dirais, la surenchère permanente de la gauche, eh bien, le mouvement Sinistre-Gir est terminé. Alors, alors j'ai reçu beaucoup de commentaires en privé sur le mouvement d'Extrogir, donc je ne vais pas tous les dire, mais je vais quand même en citer un. Et un clin d'œil sympathique. Alors, je vais vous le lire. Merci à vous pour cet excellent échange et merci à Monsieur Bernard pour son excellent cours d'histoire du droit en L1. Les acquis en sont indispensables. Ah Voilà. ben merci, Alors, merci beaucoup. Et je confirme qu'effectivement, notre débat, d'abord parce qu'il a, alors il ne faut pas non plus qu'il dure des heures, mais je veux dire, il est en tout cas d'un certain, je le crois, enfin c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais d'un certain niveau. J'ai rarement l'occasion d'avoir la possibilité de développer précisément les choses et longuement dans d'autres médias. Voilà, c'est très clair que je pense que ceux qui regarderont, qui regardent ou qui regarderont cet échange bien, auront du grain à moudre pour approfondir leurs propres réflexions sur les sujets que nous abordons. Alors, je répète à tous, hein, vous êtes sur la chaîne Histoire sans fin. Je reçois Guillaume Bernard euh, pour un entretien sur les législatives. Alors, pour les questions sur le mouvement d'Extrogir, j'ai bien lu vos commentaires sur Twitter en privé et deux, trois mails. Donc, voilà, on va rester sur les législatives. Mais une dernière question sur le mouvement d'Extrogir. Donc, il y a un individu qui me donne raison sur le mouvement d'Extrogir qui est un échec. Et il vous pose la question, Monsieur Bernard, alors, il ne faut pas que je trahisse l'esprit de sa question parce qu'elle n'est pas très bien écrite. Oui, alors Monsieur Bernard, comment pouvez-vous parler d'un mouvement d'Extrogir en additionnant les votes du RN et d'Éric Zemmour, etc., quand on sait qu'aujourd'hui le RN a abandonné tous les fondamentaux de la droite nationale. Donc aujourd'hui, le RN ne peut pas être considéré comme du mouvement d'Extrogir parce que sur les thèmes centraux, le franc, l'euro, le Frexit, il a tout abandonné. Que comme illustration d'un glissement politique. On peut toujours trouver que l'incarnation politique d'un courant est insatisfaisante, je l'entends bien. Maintenant, et que Marine Le Pen a peut-être mis de l'eau dans son vin pour essayer de capter ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comme étant une possibilité. Bon, il n'empêche que, ne serait-ce que par l'opposition de ceux qu'elle a contre elle ou que le camp national a contre lui, eh bien, il y a quand même, je dirais, une progression globale de ces idées. Et puis, vous savez bien que beaucoup d'électeurs, eh bien, projettent sur le candidat qu'ils choisissent leurs propres idées. Donc, il n'y a pas que le discours tenu par les hommes politiques qui compte, il y a aussi ce qui est ressenti et ce qui est pensé dans le cadre de l'opinion public. Si on regarde tous les items véritablement classés à droite et peut-être même de droite, que ce soit la préférence nationale, que ce soit le comment dire l'autorité de l'État en matière de sécurité, que ce soit, je dirais, la défense de l'identité d'une manière ou d'une autre, ces idées sont, ou la lutte contre l'islamisme, ces idées sont majoritaires en France, mais dès qu'elles sont estampillées d'un parti politique, eh bien, elles retombent à un niveau inférieur et elles retombent au niveau du tiers de l'opinion publique de 30 ou 5%. Bon, ben voilà, c'est comme
ça. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a comment dire, une distorsion entre les questions doctrinales et les questions sociologiques. Et pourtant, quand on analyse la vie politique, il faut essayer de combiner les deux. Voilà. Qu'est-ce que j'avais un autre élément à vous donner en réponse et je l'ai perdu, donc ça sera pour Ah, je une passe à prochaine mon fois. autre question. Donc, J'insiste sur le fait. Attendez, allez-y. une demi-phrase. J'insiste sur le fait que le mouvement d'Extrogir, ça n'est pas quelque chose qui est lié aux questions électorales. Les questions électorales peuvent illustrer ce mouvement d'Extrogir, mais le mouvement d'Extrogir, c'est un enjeu idéologique. C'est de la tectonique des plaques. C'est le fait que les forces politiques, elles interagissent les unes par rapport aux autres. Or, l'effondrement du collectivisme et le développement du camp national, même si on le trouve insatisfaisant, bah, il me semble quand même que sur les 30 dernières années, ça me paraît assez évident. Voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai plusieurs commentaires qui vous remercient d'être intervenus sur notre chaîne. Merci Guillaume Bernard pour vos brillantes analyses. Est-ce que vous pourriez, vous avez évoqué, ah oui, voilà, vous avez évoqué le cartel des gauches avec la victoire de Mélenchon. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur le PS? Va-t-il continuer d'exister ou est-il en mort toute lente, en mort lente? Je n'ai pas très bien compris, mais je pense que Alors, vous je avez crois compris que la le question. Parti socialiste, oui, j'ai bien compris. Le Parti socialiste, comme LR, sont les deux partis, même si LR a porté différentes étiquettes, sont les deux partis qui ont été les partis de gouvernement sous la cinquième. Ils sont en train de disparaître, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître instantanément. Le Parti socialiste a quand même été beaucoup plus, je dirais, mis à mal que LR, parce que non seulement, effectivement, ils ont été absents comme LR les deux dernières fois du second tour de la présidentielle, mais enfin, maintenant, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné d'élection. LR est dans une position un tout petit peu meilleure que celle du Parti socialiste, parce qu'ils ont gagné avec un taux d'abstention phénoménal, mais ils ont quand même plutôt gagné les élections locales, c'est-à-dire les municipales de 2020 et les cantonales et les régionales de 2021. Ce qui fait qu'ils ont encore un réseau d'élus. Il me semble que le Parti socialiste va vraisemblablement, c'est l'hypothèse que je formule, que le Parti socialiste va disparaître dans les années qui viennent parce que, eh bien, il est totalement, comment dire, il est quasiment inexistant. Il a il a encore des élus, mais il a quand même peu d'élus locaux. Tandis que LR peut peut-être espérer obtenir un certain nombre de députés. Et il est vraisemblable, là aussi c'est une hypothèse, je ne prétends pas être la science infuse et que mon scénario va forcément se réaliser. Mais il est vraisemblable que LR va avoir des élus, qu'il va être repris en main par des gens qui vont honnêtement ou de manière hypocrite tenir une ligne plutôt à droite pour se différencier du macronisme et de Renaissance, et que leur objectif, ça sera vraisemblablement d'essayer de resiphonner au moins une partie de l'électorat de Zemmour. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver? Je n'en sais rien, évidemment, mais vraisemblablement, c'est le scénario qui va se présenter. Reconquête ne devrait pas avoir d'élus législatifs. LR en aura. LR a en plus des élus locaux, dirige des régions, et donc il est vraisemblable que ceux qui reprendront la direction, Wauquiez, Ciotti ou des gens de ce type-là, eh bien, essaieront de se refaire la cerise, si vous me permettez l'expression, en essayant de siphonner Reconquête. Alors, il est bien évident que les cadres de Reconquête, que les militants de Reconquête ne seront sans doute pas séduits par ça, mais l'électorat, c'est moins certain. Voilà. Oui, il faut bien différencier, vous avez raison de le dire, l'électorat et les militants. Tout à l'heure, en introduction de notre passionnant échange, vous avez dit que les camps qui perdent se démobilisent. Est-ce que le Rassemblement national pourra confirmer les bons chiffres de la présidentielle 2022 ou au contraire, ça va s'étioler à cause de ce que vous avez dit, hein, le fait majoritaire, la déception ou voilà, quel est votre avis?
mon sentiment, mais alors là, pour le coup, j'espère que s'il y a des téléspectateurs du RN, qu'ils ne prennent pas ça pour une attaque contre eux, mais le plus vraisemblable, c'est que il y ait une addition, je dirais, de deux phénomènes de démobilisation. Le premier, bah, un camp qui perd se démobilise, et deuxièmement, l'électorat populaire qui est caractéristique de l'électorat du RN, eh bien, est sans doute celui qui a le plus de propension à s'abstenir. Et donc, par conséquent, effectivement, 2 mois après la présidentielle, il est vraisemblable qu'il n'ira pas voter, ou qu'il ira moins bien voter que ne l'espèrent les candidats de ce parti politique-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'élus, parce qu'à certains endroits, le Rassemblement national a réussi une implantation extrêmement forte, et il est tout à fait capable de l'emporter dans un certain nombre de circonscriptions. Maintenant, quand on table sur le nombre d'élus en projetant les résultats de la présidentielle aux législatives, là, en revanche, oui, pardonnez-moi ce mot un peu vulgaire ou un peu grossier, mais c'est de la foutaise. Non, on ne peut pas projeter les résultats du premier tour de la présidentielle pour savoir combien on peut avoir d'élus, ou combien on aura d'élus, ou combien on aurait eu d'élus si on avait eu une alliance RN et Reconquête. Voilà. Donc, il y aura des élus Rassemblement national. Il est évident que s'ils ont moins de 15 élus, c'est-à-dire s'ils ne peuvent pas faire un groupe parlementaire, ça sera un échec. S'ils ont plus de 60 élus, ça sera incontestablement une victoire. Voilà. Mais alors, peut-être qu'on peut évoquer là à l'instant, je ne sais pas, Franck, si vous voulez, si vous me laissez une minute. Je sais que les gens qui appartiennent à des courants politiques importants, mais n'ayant pas d'élus, parce que confrontés à ce qu'on appelle le plafond de verre, ou confrontés au cordon sanitaire, ou confrontés comment dire, au front républicain, eh bien, chouette la proportionnelle. Moi, je suis très, très, très dubitatif vis-à-vis de ce mode de scrutin, parce que, tout simplement, non pas que je sois hostile au fait que différentes sensibilités soient représentées à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées, mais tout simplement, je vais vous donner tout de suite mon argument, massue, c'est tout simplement que, eh bien, on donne avec ce mode de scrutin les pleins pouvoirs aux organes dirigeants des partis politiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recomposition et le fait que l'on ait des élus qui soient appréciés, qui soient soutenus par l'opinion publique, passe par le fait que l'on ait des élus enracinés, des gens qui soient issus du tissu social. Non. La proportionnelle, c'est le mode de scrutin qui donne les pleins pouvoirs aux partis politiques pour désigner des candidats. Il me semble que ça n'est pas une chose satisfaisante, parce que effectivement, on n'aura pas de modification du paysage politique. Moi, je suis plutôt favorable à des petites circonscriptions, plus petites qu'actuelles, et peut-être, pourquoi pas, avec donc plus d'élus, des assemblées composées de plus d'élus, mais avec des circonscriptions plus petites, alors qu'on est plutôt, vous le savez bien, avec une tendance à l'élargissement des circonscriptions. Regardez pour les cantonales, Hollande a divisé le nombre de cantons et permis qu'on élise un binôme de 2 élus, n'est-ce pas, par canton. Alors moi, je suis favorable aux petites circonscriptions pour qu'une campagne ne coûte pas cher, pour que des gens qui se disent, ben voilà, j'ai une profession, mais en même temps, je ne peux pas totalement m'en détacher, donc je ne peux pas faire de la politique en professionnel, mais pourquoi pas, j'irai bien aux législatives, puissent faire une campagne sans même avoir l'étiquette d'un parti politique, sans même avoir le financement d'un parti politique, et organiser sa campagne sur ses propres deniers. Et donc, je crois que le meilleur mode de scrutin, qui d'ailleurs permettrait au Rassemblement national d'avoir de très nombreux élus, beaucoup plus que ce qu'il a au mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est le mode de scrutin majoritaire à un tour. Un tour. Celui Mais qui est alors, est-ce que aussi, pratiqué en Angleterre, celui par rapport à la, je qui est vous coupe, pratiqué hein. aux États-Unis, c'est celui, et je termine, juste je termine, et nous étions 2 à être favorables à ce mode de scrutin. C'est une blague que je fais habituellement, enfin une blague, c'est une boutade que je dis habituellement. Il y avait Michel Debré et moi, et maintenant je suis tout seul. Voilà. Mais pourquoi pas de la proportionnelle qui ne résoudrait pas les problèmes de fond? Est-ce que aussi on pourrait pas évoquer la proportionnelle avec le couplet, par exemple, avec l'obligation du lieu de résidence?
Par exemple, on voit que Zemmour est parachuté dans le Vaucluse alors qu'il n'y habite pas, Marine Le Pen est à Hénin-Beaumont, et on pourrait multiplier Dans le ça Var, par… dans le Var, dans le Var, dans le oui, Var. oui, Zemmour va dans le Var. Dans, oui, dans le Var, pardon. dans Enfin, le vous Var, avez il va pas compris dans l'idée, le ça, Vaucluse, oui, mais Zemmour. c'est la même idée. Dans le Enfin, Var. voilà. Mais Ça c'est la même idée, éviterait vous voyez ce que je veux dire. évidemment, absolument, ça éviterait les parachutages. Alors évidemment, l'argument, c'est de dire, mais ce qu'ils ne disent pas après leurs électeurs, c'est qu'on est élu dans une circonscription, mais que l'on est un représentant de La la nation. nation. Bon. Mais enfin, ça n'empêche qu'ils vont serrer des louches sur les marchés pour essayer de dire à mamie, eh bien, votez pour moi parce que je défendrai vos intérêts à vous. Hein. Donc, il y a une hypocrisie absolue dans cela. L'argument généralement utilisé contre la proportionnelle, qui est de dire elle crée l'instabilité gouvernementale, c'est un faux argument, parce que sous la Troisième République, on a eu tous les modes de scrutin. Eh bien, il y a eu la même instabilité gouvernementale. C'est dû au rapport de force entre le Parlement et le gouvernement. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est ça qui crée l'instabilité, c'est pas le mode de scrutin. En revanche, je pense que la proportionnelle a cet énorme défaut de faire que les alliances électorales, contrairement au scrutin majoritaire, se font dans le dos des électeurs. Vous votez pour un parti, pour des candidats, et une fois que les différents partis ont des élus, eh bien, ils font des coalitions. Enfin, ces coalitions ne se font pas avant. Elles ne se font pas avant le scrutin, elles ne se font pas devant les électeurs. Elles ne se font qu'après, dans l'intérêt des partis politiques. Donc les partis politiques choisissent les candidats et ensuite les partis politiques font des coalitions pour gouverner en fonction de leur propre intérêt. Ils peuvent se retirer d'un gouvernement si eh bien c'est leur intérêt, ou ils peuvent participer à un gouvernement si c'est leur intérêt et pas forcément celui de leurs électeurs. Donc, à côté du mandat impératif, alors quel gros mot je viens de prononcer, à côté du mandat impératif, c'est-à-dire le fait que l'on puisse destituer un élu qui voterait contre ce qu'il avait promis lorsqu'il a fait sa campagne électorale, je pense que le mode de scrutin majoritaire à un tour oblige les partis politiques à faire des alliances, à, comment dire, à se regrouper dès le premier tour, à ne pas faire semblant d'établir des différences idéologiques, alors qu'en fait, ce ne sont que des intérêts sonnants et trébuchants qui s'expriment, et que ça permettrait en outre d'avoir des élus qui ne soient pas estampillés d'une étiquette politique, et donc de petit à petit renouveler le personnel politique et se passer de cette de cette engeance que sont les partis politiques, qui sont tout simplement des entreprises, il faut bien le dire, qui sont des entreprises dans le domaine de la politique, pour faire vivre un certain nombre de salariés. Parti politique, ça n'est rien d'autre que cela. Alors, bien sûr, il peut y avoir des motivations idéologiques, il peut y avoir un programme. Bien sûr, on va choisir un parti plutôt qu'un autre parce qu'on a plus ou moins une sensibilité proche de cela. Mais les partis politiques, c'est ce qui bloque la recomposition, c'est ce qui bloque l'expression libre des idées. Et donc, par conséquent, je crois que tout ce qui pourrait être fait en faveur, je dirais, du fait de s'en passer est souhaitable. Par exemple, que, eh bien, au niveau local, que des cadres du RN et que des cadres de Reconquête se disent on se connaît, on a peut-être même milité dans le même parti ensemble, peut-être au Rassemblement national avant, peut-être à LR avant, on a manifesté ensemble avec la Manif pour tous. Et là, on est en train de se haïr et de s'entretuer. Peut-être auront-ils l'intelligence au municipal de 2026 eh bien, de se passer de l'étiquette de leur parti politique et de présenter des listes communes. Peut-être seront-ils suffisamment intelligents pour faire ça. On ne sait jamais. Eh bien, écoutez, très bien. Autre question, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il y a quelque chose que je trouve très ironique, pour ne pas dire très, oui, enfin, une attitude très peu chevaleresque et très peu élégante. Vous voyez, par exemple, il y a, pour ne pas les citer, et je vais rester très correct parce que le but n'est pas de faire des attaques ad hominem, mais il faut quand même que les gens comprennent ce que je veux dire. Vous avez Guillaume Pelletier, Nicolas Bay et Jérôme Rivière, qui ont quitté le RN pour rejoindre Éric Zemmour. Ils ont perdu, ils ont pris une raclée. Et maintenant, ils appellent pour les législatives à une main tendue avec l'ancien parti qu'ils ont trahi. D'ailleurs, certains ont été débutés de ce parti avec les voix de RN. Normalement, ils devraient rendre les voix parce que pendant ce temps-là, ils continuent de toucher les 15 000 euros de députés européens ou les 6 000 ou 7 000 euros de députés français. Bref,
Et en fait, je trouve que le procédé est quand même très cavalier. C'est-à-dire qu'on trahit un mouvement, on joue cavalier seul, on perd l'élection, et en vue des futures élections, comme on sait qu'on a peu de chances de sortir ou de tirer notre épingle du jeu, hein, comme le dit l'expression populaire, on refrappe à la maison mère, qui bien sûr rejette la main tendue, et il pleure en disant oui, elle refuse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, je vais plutôt dans votre sens. Pelletier, juste précision, Pelletier venait de LR. Alors, Pelletier, il a fait un peu toutes les boutiques Oui, politiques, mais aujourd'hui, il est encore député avec l'étiquette LR, sauf s'il a été exclu du parti, ce dont je ne suis d'ailleurs pas forcément certain, il faudrait vérifier. Mais enfin, en tout cas, sans nommer de nom ou sans s'attaquer à telle ou telle il y avait personnalité, aussi Marion, euh, Marion Maréchal aussi, entre autres, par exemple. voilà. Alors, il est bien évident que alors là aussi, je voudrais pas. Alors tout à l'heure, c'était les auditeurs du RN. Maintenant, ce sont les auditeurs de Reconquête que je ne voudrais pas choquer. Mais enfin, tout de même, la campagne de Zemmour a été essentiellement faite pour essayer de tuer Marine Le Pen, pour essayer de refaire le coup de Sarko et Buisson en 2007, siphonner le RN. Enfin, Sarko et Buisson avaient siphonné l'électorat de Jean-Marie Le Pen et du Front National, et là, ils voulaient refaire le même coup. Bon. J'aurais envie de dire, pour en parler de manière très familière, écoutez, vous vouliez la tuer, mais alors dans ce cas-là, il ne fallait pas la louper. C'est-à-dire quand au final vous faites 3 fois moins, voire 4 fois moins qu'elle, il est bien évident que parce que vous avez essayé de la tuer, elle ne voudra en aucune manière faire une alliance. Tenir dans le même discours le soir du second tour, soyons réalistes là, je veux dire, le fait que le nom de Le Pen perd une fois de suite et ensuite il propose une alliance, c'est ou de la naïveté absolue ou de l'hypocrisie totale. Bon, il est bien évident que le Rassemblement national allait le refuser, encore que d'après les informations que je peux avoir, parce que c'est aussi un peu de mon métier d'essayer d'avoir, de glaner ci et là des informations, de les recouper, de vérifier qu'elles soient à peu près correctes. Je pense que le Rassemblement national n'était pas hostile à des pactes de non-agression non officiels, bien entendu, en ne présentant pas des candidats dans certaines circonscriptions et en laissant des candidats d'autres formations se présenter. Je crois d'ailleurs que ça a été fait dans un certain nombre de circonscriptions, très peu et sans doute insuffisamment pour qu'il y ait une véritable recomposition de la vie politique, mais enfin, je crois qu'il y en a eu. Et il est évident que si le Rassemblement national pouvait envisager une telle pratique avec des gens de reconquête, c'était uniquement vis-à-vis de personnes qui ne l'avaient pas récemment quitté. Je ne parle pas des gens qui sont partis du Rassemblement national il y a 25 ans. Mais pour ceux qui sont partis, évidemment, dans les derniers mois, il est bien évident que puisqu'ils ont semé la zizanie au sein de l'appareil du RN, le RN voulait naturellement leur peau. Et vous constaterez d'ailleurs qu'il y a très peu de cadres dirigeants de Reconquête qui se présentent aux élections. Bon, je crois que leur C'est très stratégie, révélateur. C'est très révélateur d'ailleurs. comment dire, elle est la suivante, essayer d'engranger des voix pour avoir du financement public, et ils espèrent, je ne dirais pas qui m'a fait donner cette explication, mais je la crois assez juste, et ils espèrent, parce que il y aura les européennes en 2024, et parce que l'électorat populaire vote moins que l'électorat bourgeois, ils espèrent être devant le Rassemblement national et profiter du fait qu'ils soient devant aux européennes pour légitimer leur candidature à la présidentielle de 2027 contre celle de Marine Le Pen ou de celui qui qui lui aura succédé. Moi, j'avoue que je suis très étonné par une telle stratégie parce que il suffit tout simplement de se souvenir que des résultats aux européennes n'impliquent en rien une capacité à faire un haut score à la présidentielle. Rappelez-vous de quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration pour son œuvre intellectuelle, qui est Philippe de Villiers. Il a fait un excellent score aux européennes avec une alliance avec Charles Pasqua. Il était devant, comment s'appelle-t-il, Nicolas Sarkozy, qui menait la liste aux européennes pour, à l'époque, ça devait être le RPR encore. Et pourtant, Philippe de Villiers n'a jamais dépassé les 5% à la présidentielle. Et puis,
Deuxième élément de commentaire, moi je veux bien que l'électorat populaire vote moins que l'électorat bourgeois, c'est vrai. Enfin, ça n'empêche que aux dernières élections européennes, eh bien, le RN, mené par Bardella, dont on pouvait dire qu'il était peut-être un peu jeune, mais dont il faut quand même constater qu'il a fait parfaitement le job électoral, s'entend. Hein, j'ai pas dit qu'il allait remplacer Aristote dans ma bibliothèque, mais du point de vue électoral, il a fait parfaitement le job. Eh bien, la liste RN était devant la liste Macron. Donc, moi, j'avoue que je suis extrêmement dubitatif sur la stratégie de reconquête. J'ai été très étonné du lancement de la campagne, notamment de la vidéo qui avait été faite au mois de novembre, si je ne m'abuse, où on entendait Éric Zemmour dire moi je vous ai proposé une analyse, personne n'est là pour l'incarner, et donc je vais à la présidentielle. Je crois qu'il aurait été un peu plus subtil, un peu moins orgueilleux, un peu plus rassembleur de dire que, eh bien, il y avait eu des gens avant lui qui avaient défendu des positions, par exemple sur la question de la démographie. Pensons à Michel Debré, il a été un des premiers hommes politiques à alerter sur la question de l'enjeu démographique. Sur la question, je dirais, de la destruction des villes moyennes françaises, pensons eh bien, au maire de Tours, Jean Royer. Sur la question de l'immigration, évidemment, il fallait citer Jean-Marie Le Pen. Sur la question de l'islam, Philippe de Villiers. Et donc, il aurait fait une candidature en disant, voilà, je m'inscris dans la continuité de Michel Debré, de Jean Royer, de Jean-Marie Le Pen et de Philippe de Villiers. Il me semble que les choses auraient été enclenchées d'une manière quelque peu différente. Alors, beaucoup de commentaires, je ne peux pas tous les lire, mais il y en a un qui m'intéresse. Donc, on a un spécialiste qui doit bien vous connaître pour vous poser cette question. D'ailleurs, il vous connaît, je le sais. À propos de la charte des candidats investis par La République En Marche, la Renaissance, obligés de rester fidèles aux engagements de Macron, deux points, violation du texte constitutionnel, mais fidélité à son esprit, point d'interrogation. Ah non, je ne crois pas la fidélité. Alors, fidélité à son esprit, pardon. Je répondais un peu vite. Violation du texte constitutionnel, oui, puisque l'article 27 de la Constitution prohibe le mandat impératif. Je le regrette. Je suis absolument favorable au mandat impératif. Mais, et on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles à la Révolution française, alors que les députés aux États généraux étaient tenus par un mandat impératif, pourquoi ça a été bazardé. Bien. Bon, mais enfin, en tout cas, c'est prohibé par l'article 27, et donc effectivement, le fait d'imposer par avance à un député eh bien, le fait qu'il votera dans tel sens plutôt que dans tel autre, c'est parfaitement prohibé. Simplement, évidemment, c'est un engagement qui, me semble-t-il, n'a aucune valeur. Cette charte en question n'a aucune valeur juridique, et donc, bah, évidemment, on ne peut pas dénoncer cela comme étant eh bien, un viol des principes constitutionnels. Cela dit, il est bien évident que les députés qui seront élus sous l'étiquette Renaissance, avec l'alliance Modem, Horizon, Agir, etc., ne seront élus pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont une personnalité connue, un enracinement dans des circonscriptions, mais pour beaucoup, ils seront élus parce qu'ils sont les candidats du président de la République. Et donc, effectivement, votre auditeur, enfin notre auditeur a sans doute raison de dire qu'il y a peut-être là une certaine logique, le fait que les députés, c'est la majorité parlementaire du président de la République. Bon. Moi, ce que je trouve intéressant et ce qui aurait pu être, je dirais, développé par les opposants à Macron, c'est ce que, eh bien, quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, qui est Barbara Mazière, qui est la présidente du Cercle Anjou, qui avait organisé en 2018 une conférence que j'avais animée et d'où était sorti le fameux appel d'Angers. Eh bien, Barbara Mazière a tweeté le fait que ce qui était choquant dans cette affaire, c'est que c'était les partis politiques qui imposaient un mandat impératif ou un quasi-mandat impératif aux élus, alors que normalement, ce devrait être les électeurs. C'est-à-dire que si quelqu'un établit une profession de foi, comme on dit entre guillemets, pour faire sa propagande, pour être élu,
eh bien, il faut que l'on puisse le destituer si jamais il ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Alors là, pour le coup, ça, on pourrait parfaitement l'admettre. Et là, pour le coup, je serais assez favorable à une telle mesure. Ce qui est choquant, c'est que là, en fait, on va avoir des députés qui seront totalement inféodés à l'exécutif et que donc la fameuse, entre guillemets, séparation des pouvoirs sera encore une fois un mythe. Alors j'ai encore deux questions. Ce temps passe très vite, trop vite malheureusement. Enfin, on est en bonne compagnie. J'ai appris un chiffre cette semaine en discutant en privé avec un des cadres d'Ipsos. C'est que pour un cadre d'Ipsos, lorsqu'ils font une enquête, voilà, peu importe l'enquête, ils considèrent que pour qu'elle soit fiable, il faut qu'il y ait 55% de participation. Voilà, c'est le chiffre qu'ils ont posé. Alors, j'ai pas eu plus de précision. Pourquoi 55 et pas 60? Donc, ma question va être la suivante. Pour législative, on en a déjà un peu parlé, mais vous avez parlé quand même d'effritement des partis qui ont perdu. Est-ce qu'on va vers une abstention record ou pas du tout? Je crois qu'il y aura des disparités très grandes en fonction des circonscriptions. Et qu'évidemment les sondeurs sur lesquels moi je ne tape pas hein, de manière générale, contrairement à beaucoup comment dire, de personnes sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, il faut bien prendre en compte les données qu'ils donnent, c'est-à-dire les marges d'erreur en fonction de l'échantillon qui a été, comment dire, interrogé, je dirais les courbes, la prise en considération des courbes, beaucoup plus que des chiffres en eux-mêmes. Bon, tout ça pour dire que les sondeurs ont de très grandes difficultés, évidemment, pour pouvoir comment dire, sortir des résultats potentiels pour des élections législatives parce qu'il y a 577 élections locales et que ce qui va se passer dans une circonscription, ça ne sera pas la même chose que ce qui se passera dans une autre. Il peut y avoir des circonscriptions avec une très très forte abstention et d'autres avec moins d'abstention. Je pense que l'électorat populaire qui vote Rassemblement national dans dans le nord de la France se mobilisera. Tandis que l'électorat populaire dans l'ouest de la France, qui vote lui aussi beaucoup moins, de moins grande quantité, hein, bien sûr, avec une moins grande proportion. Celui-là, s'il ne veut voter que Rassemblement national, il est possible qu'effectivement, il s'abstienne. Donc voilà, il y aura des disparités très grandes en fonction des circonscriptions, mais de manière globale, il est certain que, a priori, on aura encore une fois une progression de l'abstention. Mais rappelez-vous, parfois, il y a des sursauts de mobilisation. Par exemple, les européennes de 2019, eh bien, il y a eu une augmentation de la participation par rapport aux européennes de 2014. Voilà. On était depuis 1979 avec une progression sans cesse de l'abstention. Eh bien là, il y a eu un rebond de la participation par rapport à l'élection précédente. Donc, moi, je ne peux pas, je prétends pas avoir une boule de cristal. Le plus vraisemblable, c'est qu'il y aura une forte abstention, mais il est possible qu'il y ait un regain de participation. Pensons par exemple que la dynamique créée par le cartel des gauches réalisé par Mélenchon peut pousser des électeurs à se dire, à croire qu'une victoire est possible, sans doute pas au niveau national, mais dans une circonscription donnée, et que là, il y ait du coup une participation élevée. Et si vous renouvelez ça dans un certain nombre de circonscriptions, il peut y avoir un sursaut de la participation par rapport aux législatives de 2017. Et puis pour 2019, les européennes, il y avait aussi un contexte anti-Macron assez fort qui a peut-être aussi joué dans l'augmentation de la participation. J'ai une dernière question, Guillaume Bernard. Après les législatives, pour essayer d'aller au-delà, Mhm. est-ce que, alors on n'a pas eu le temps d'en parler, il faudrait peut-être que je vous réinvite pour qu'on en reparle, cette fameuse représentativité, mais bon, on verra ça en privé. Mais vous avez dit tout à l'heure que le PS était en train de s'effriter, de s'effondrer, Oui. qu'il était probablement mort. Pour LR, la situation est un petit peu meilleure, mais c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on peut estimer à terme qu'on sera en présence de trois blocs, Oui. c'est-à-dire on aura un bloc d'extrême centre avec Emmanuel Macron qui va mordre sur le centre gauche et le centre droit, et à droite en fait un bloc de droite qui pourrait émerger à terme avec une espèce d'alliance ou alors une hégémonie du RN, et puis à gauche, la fameuse NUPS. Est-ce que vous croyez à ce scénario, ou au contraire, vous dites que non,
parce que la droite sera toujours scindée en deux blocs, une droite dit régimiste ou de gouvernement et une droite hors les murs. Vous penchez plutôt vers quel Euh, scénario? Écoutez, je suis plutôt favorable. Enfin, instinctivement, j'y ai peut-être pas suffisamment réfléchi pour vous répondre de manière intelligente ou suffisamment intelligente. Instinctivement, j'aurais tendance à vous dire que là, on est quand même avec comment dire, trois blocs qui ont commencé à émerger en 2017 et qui là se confirment. Simplement, le bloc qui a la plus grande cohésion, aussi bien idéologique que sociologique, c'est évidemment le bloc central. C'est le bloc, c'est la grande coalition macroniste. La gauche, c'est un cartel électoral qui, à mon sens, est idéologiquement en régression dans l'opinion publique, sauf à ce que, eh bien, l'électorat d'origine immigrée, et par réaction vis-à-vis d'Éric Zemmour, et par mobilisation par les indigénistes et les communautaristes, eh bien, s'empare de ce bloc-là. Est-ce que finalement les filles ne va pas jouer le rôle historique d'idiot utile, non pas pour les islamo-gauchistes, mais pour les islamistes tout court, hein, parce que ils se sont servis de Mélenchon à la présidentielle, mais qu'est-ce qui vous dit qu'aux européennes, ils ne présentent pas une liste ou qu'aux municipales, ce qui a déjà un petit peu commencé en 2020, eh bien, il n'y ait pas tout simplement des listes sans étiquette ou avec des pseudo-étiquettes qui, en fait, traduisent tout simplement le fait qu'il y ait ces fameux territoires perdus de la République et même pire encore, des territoires occupés de la France. Bon, donc, il y a une gauche qui, à mon avis, est en régression de manière globale, mais qui peut donner illusion par le fait que, à certaines occasions, eh bien, certaines de ces forces, les écologistes au municipal et les filles à la présidentielle, eh bien, peuvent obtenir des scores relativement élevés. Par chance, c'est, je veux dire, par chance pour la France et par chance pour la droite, ces différentes composantes ne s'entendent pas. Bien. Et autant Mélenchon est évidemment un orateur, est évidemment une personnalité, je dirais, d'une qualité intellectuelle et culturelle forte, autant ceux qui sont susceptibles de le remplacer, parce que je vous rappelle qu'il a quand même 70 ans, eh bien, ne sont évidemment pas de son niveau. Et rappelez-vous ce qui s'est passé aux européennes de 2019. Mélenchon avait fait 19% et les filles retombaient à 6. Bon. Donc, voilà, hormis le fait que l'électorat d'origine immigrée a été véritablement réveillé lors de cette élection, et par les indigénistes communautaristes de LFI d'un côté, et par, je dirais, l'angle de la campagne d'Éric Zemmour, parce que vous le savez qu'il y a eu des mots d'ordre dans un certain nombre de mosquées pour aller voter pour Mélenchon, pour s'opposer à Éric Zemmour, explicitement, eh bien là, il y a peut-être un regain possible, non pas de la gauche au sens idéologique du terme, mais d'une mouvance politique qui peut émerger. Quant au troisième bloc, bah, le troisième bloc, il me semble, mais je veux dire, il me semble, c'est une formule de style parce que tout le monde le voit, il est en progression, mais il est divisé. Il est profondément divisé humainement et stratégiquement. Et moi, je ne vois que deux solutions, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais moi, je ne vois que deux solutions pour que ce bloc retrouve, je dirais, une certaine dynamique. Première solution, que eh bien, les militants de base, que les adhérents, que les électeurs eh bien, se passent des consignes de leurs organisations nationales. Et malheureusement, entre 2022 et 2027, ils n'auront qu'une seule occasion pour le faire, ce sont les municipales de 2026, puisque les cantonales et les cantonales et les régionales sont repoussées à 2028, donc après la présidentielle de 2027. Donc, première possibilité. Deuxième possibilité de réorganisation, bien tout simplement qu'il y ait l'émergence, non pas d'un parti politique, surtout pas, il faut fonctionner par subsidiarité, mais qu'il y ait l'émergence eh bien, d'une ou de plusieurs personnalités qui siffleront la fin de la récréation. Marion Maréchal aurait pu jouer ce rôle si elle était restée neutre dans le combat entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Elle s'est engagée, d'aucuns disent trop tard, moi j'aurais tendance à dire trop tôt,
Elle aurait pu jouer le rôle de réconciliateur entre les deux organisations si elle n'avait pas pris parti pour l'un des deux protagonistes de cet affrontement. Et donc, il faudra bien trouver d'autres personnalités. Et comment faire émerger ces personnalités? Eh bien, encore une fois, là, pardonnez-moi, mais c'est mon obsession personnelle, par la subsidiarité, par les réseaux locaux, toutes ces associations qui existent partout en France, qui sont des associations de défense du patrimoine culturel, du patrimoine naturel, des associations de gestion d'écoles véritablement libres, des associations caritatives, des mouvements de jeunesse, etc. Et que ces organisations-là fassent émerger des personnalités au niveau national, à condition que ces personnes aient véritablement fait leur preuve dans justement des activités locales pour réaliser le bien commun. Vous savez, des chefs, il ne faut pas être obsédé par le fait de trouver un chef. Vous savez, si vous attendez d'avoir un chef pour vous engager en politique, quand je dis politique au sens large du terme, je ne parle pas uniquement des questions électorales, eh bien, ça signifie que, eh bien, il n'y a pas de résistant à Orléans quand les Anglais font le siège d'Orléans. Si Jeanne d'Arc peut intervenir à Orléans pour lever le siège que les Anglais imposent, c'est parce qu'il y a d'abord des résistants qui empêchent les Anglais de rentrer, et quand Jeanne d'Arc arrive, eh bien, elle réussit à lever le siège et à battre les Anglais. Donc, il n'a pas fallu attendre un chef pour s'engager. C'est parce qu'il y a une résistance, c'est parce qu'il y a une activité sociale, culturelle, intellectuelle, qu'il y aura l'émergence d'un ou de plusieurs chefs, notamment de chefs, pourquoi pas, en matière électorale. Alors, je ne veux pas mettre dans une situation compliquée un certain nombre de mes amis, mais je pense tout simplement à une organisation caritative, d'aide, je dirais, à certaines populations chrétiennes. Eh bien, c'est une organisation qui s'est créée en quelques années, qui a réalisé le bien commun et qui a fait émerger quelques personnes dont ils sont incontestablement, dans leur domaine donné, de véritables chefs légitimes. Eh bien, je crois que c'est exactement de la même manière que cela pourra émaner en politique, parce que sinon, il est bien évident que nous sommes en présence aujourd'hui de deux organisations, je dirais peut-être même trois, parce qu'il y a la Confédération, je dirais, ou l'Alliance DLF et les Patriotes, de Florian Philippot et de Nicolas Dupont-Aignan. Donc on a, disons, trois mouvances qui, à l'évidence, veulent s'entretuer. Eh bien, il va de l'intérêt de la France que, eh bien, les Français, soit à la base, soit oui, enfin, soit là-bas, par la base, eh bien, leur impose, je dirais, de revenir à des considérations un peu plus conformes au bien commun. Voilà ce que j'avais à vous proposer Eh sur le bien, sujet. parfait. Eh bien, écoutez, Guillaume Bernard, merci beaucoup. Donc, ça sera le mot de la fin. Donc, merci pour cet entretien. Et puis, ben, écoutez, à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou par mail. Je les transmettrai à Guillaume Bernard qui sera libre ou pas d'y répondre dans un deuxième temps. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt, j'ai été ravi de participer à cette émission et je pense qu'on aura l'occasion de le refaire. À bientôt. À bientôt.